Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Le chef conservateur Pierre Poilievre a critiqué de nouveau le projet pilote qui a pour but, je vous le rappelle, de légaliser la consommation des drogues dures en Colombie-Britannique, en petite quantité, évidemment. Mardi, le gouvernement Trudeau a fait marche arrière à la demande de la Colombie-Britannique et a interdit la consommation dans les espaces publics. Cet après-midi, à la Chambre des communes, le chef conservateur a interpellé le premier ministre en lui demandant s'il mettrait en place un tel projet pilote à Montréal, un peu comme avait demandé le conseil municipal de la métropole en 2021. Après 9 ans, ce premier ministre n'en vaut pas le coup, le crime, les drogues et les désordres. Des groupes qui offrent des services de soins aux enfants considèrent déménager après qu'un homme est mort de surdose dans le cours d'un centre de la petite enfance. Est-ce que le premier ministre va aller encore plus loin en acceptant la demande de la mairesse de Montréal de légaliser le crack, l'héroïne et d'autres drogues dures comme il a fait en Colombie-Britannique? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, c'est honteux à quel point le chef de l'opposition utilise des tragédies pour exploiter les peurs des gens et pour se faire des levées de fonds conservatrices. La réalité, Monsieur le Président, c'est qu'il se trompe sur les faits. Il n'y a pas personne dans ce pays, à part le chef conservateur, qui est en train de parler de légalisation de drogue dure. Notre approche est ancrée dans la science, dans la compassion et dans une approche de santé publique. C'est ça ce dont les gens ont besoin, du logement, des services et de l'aide. C'est ce qu'on est en train de livrer. Alors, pour réagir, je retrouve notre panel de journalistes, Catherine Lévesque, Boris Proulx et Geneviève Tellier. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. D'abord, Catherine, vous l'avez entendu, il y avait du mordant, M. Poilievre. Hein? Il a dit les crimes, les drogues, le désordre. C'est de la faute de Justin Trudeau. qui a réagi quand même, évidemment. Est-ce que ça va avoir un impact chez les électeurs au Québec, ce sujet-là, vous pensez? C'est sûr que ça fait peur. Hein? Pierre Poilievre, il essaie de dire le tout est de la faute de Justin Trudeau. La réalité, c'est que la crise des opioïdes, elle a lieu depuis plusieurs années. C'est pas nécessairement de la faute de Justin Trudeau, mais c'est sûr que c'est exacerbé par le fait que, par le coût de la vie, le manque de logement, etc. Il a mentionné l'exemple de Montréal. Je pense qu'il essaie de faire un lien avec la ville de Toronto, hein, qui a fait une demande, effectivement, pour décriminaliser les drogues dures, un peu comme ce qu'a fait la Colombie-Britannique. Par contre, moi, ce qu'on me dit, j'ai vérifié auprès de la ministre Sachs, son bureau dit qu'en fait, Montréal n'a jamais présenté de demande formelle. Donc, vraiment, il n'y a rien, là, il n'y a aucun processus en ce moment pour Montréal. Alors, vraiment, je pense que M. Poilievre essaie de faire peur au monde actuellement parce que, de toute façon, on le sait que, puis M. Trudeau l'a dit, il ne veut pas faire affaire avec les municipalités dans ce dossier précis-là. Il le fait dans d'autres. Mais vraiment, c'est sûr que la province de Québec ne voudra jamais aller dans ce sens-là. Donc, je pense que vraiment... M. Poilievre pose la question, mais ça ne se passera pas dans les faits. C'était au conseil municipal de Montréal. Ça ne s'est pas rendu à Ottawa quand même. Boris Proulx, c'est en majorité, donc, ce problème-là, un problème à Montréal, on peut même dire sur l'île de Montréal, l'usage de drogue dure en public, il y en a quand même. Hein? Mais c'est quand même Montréal, il faut le dire, un terrain qui est loin d'être acquis pour les conservateurs. Oui. Alors, à qui ça s'adresse, ces attaques? Bien, ça s'adresse probablement à l'ensemble des électeurs des régions qui sont, disons, très sceptiques par rapport à la mairesse Plante, hein, la mairesse de Montréal, et peut-être un icône là, du mouvement progressiste au Québec. Il y en a d'autres, là, peut-être le maire de Québec, par exemple, Bruno Marchand. On se rappelle que le chef conservateur, Pierre Poilievre, les a déjà traités d'incompétents, a déjà fait d'eux un peu des boucs émissaires ou en tout cas des figures sur lesquelles on peut taper dessus. Je pense que ça peut l'aider parce qu'il y a des électeurs là, qui existent au Québec dans des plus petites villes, dans des campagnes qui sont, disons,
plutôt sceptique par rapport à Valérie Plante, à ce qu'elle propose. Valérie Plante, c'est vrai qu'elle parle de décriminalisation un peu comme à l'image de ce qui a été tenté en Colombie-Britannique. C'est une demande générale qu'elle fait, mais comme disait Catherine, c'est pas mal plus orienté vers Québec, les municipalités, des créations des provinces. Ben, au Québec, ça passe par d'abord Québec, qui est l'interlocuteur pour négocier avec le fédéral. On est vraiment très loin d'une situation là, dans laquelle la station de Colombie-Britannique pourrait être, disons, implémentée au Québec. Mais c'est sûr que Pierre Poilievre peut marquer des points en tapant sur des personnes comme Valérie Plante, parce qu'il y en a des électeurs qui la voient dans leur soupe ou qui aiment bien la détester. Ça, c'est intéressant que vous parliez des électeurs à Montréal, parce qu'on assiste depuis quelques années, à un niveau provincial, à une différence entre le résultat des élections à Montréal et dans le reste du Québec. Là, on le voit, c'est assez évident. Si les conservateurs arrivent à faire élire des élus à Montréal, ça serait une première là, historique en près de 30 ans. Là, ça fait très longtemps, en fait, que le Parti conservateur n'arrive pas à faire cet exploit. C'est pas dit que Pierre Poilievre ne va pas réussir. On sait qu'il y a des ambitions un peu partout, même à Montréal. Geneviève, qui donc est ciblé par cette stratégie des conservateurs? Effectivement, on peut penser qu'on va aller chercher dans les régions. Puis ce qu'on est en train de faire, c'est dépeindre un peu une situation qu'on ne voit pas vraiment. C'est vrai qu'il y a eu de la mortalité. C'est vrai que le phénomène des sans-abri puis des consommateurs de drogue s'amplifie. Mais on a l'air de peindre Montréal comme étant le pire endroit de la planète et que tout est noir. Les préjugés à l'égard de Montréal. Exactement, c'est ça. Alors, on est en train de créer une histoire qui fait peindre Montréal sous un mauvais angle, mais ça nous permet de véhiculer après notre message en disant, bien, vous voyez, la criminalité, elle est partout. Donc, il faut s'en occuper et c'est pas ce gouvernement-là qui va pouvoir le faire. Je pense aussi à qui on s'adresse à l'ensemble des électeurs en essayant de montrer que Justin Trudeau, il prend pas les bonnes décisions. C'est pas un chef, c'est pas un leader. Il change d'idée. Alors, il avait permis le projet pilote, puis là, il permet plus le projet pilote. Puis là, il va sans doute en permettre un autre qui va être obligé de défaire. Vous voyez un petit peu la stratégie? Donc, on veut montrer qu'on a un chef, un actuel premier ministre qui ne devrait pas être là parce qu'il gère mal la situation. Et donc, pour ça, il s'adresse à un ensemble beaucoup plus large, j'ai l'impression, d'électeurs au Canada. Et on revient évidemment sur l'autre dossier intéressant, celui de l'ingérence étrangère. Il y en a été question beaucoup cette semaine, évidemment. Les libéraux ont déposé leur projet de loi. On en a parlé déjà abondamment. La critique qui revient le plus souvent, c'est que ce projet de loi arrive bien tard. Catherine, est-ce que vous pensez qu'il arrive trop tard? Est-ce que la loi sera encore en place après les élections? Je pense qu'il arrive trop tard. Je pense que, quand on a beaucoup parlé du fameux registre des agents étrangers. Qui est inclus dans ce projet de loi. Oui, qui est inclus. Il y a beaucoup d'autres choses, oui. mais ce registre-là en particulier, moi, je m'inquiète à savoir si ce registre sera en place d'ici les prochaines élections. Parce qu'il arrive bien tard, vous avez raison, le calendrier parlementaire est déjà bien chargé. On a de la difficulté à passer le budget, même l'énoncé économique de l'automne dernier. Donc, vraiment, je vois mal comment on pourrait le passer avant la fin du mois de juin. Mais là, les fonctionnaires nous ont dit cette semaine que même une fois que ce projet de loi sera adopté, ça prendrait jusqu'à 1 an pour mettre en place ce registre, ce bureau avec le ou la futur commissaire. Donc, vraiment, c'est là où je m'inquiète un peu. Et vraiment, je pense que les libéraux auraient dû avancer là-dessus bien avant ça. L'année dernière, ils avaient fini leur consultation sur le registre, là, donc peut-être qu'ils auraient dû déposer un projet de loi à ce moment-là. Je trouve que ça arrive bien tard. Oui. Boris, est-ce que ce projet de loi, c'est une réponse efficace des libéraux à tout le problème de l'ingérence dans son ensemble? Tout le problème, c'est peut-être un peu complexe parce que le problème, on le voit, il est en pleine mutation. Il va être beaucoup plus grand dans le futur, donc probablement que... Il y a sûrement des données qu'on n'a pas encore. Exactement. Il y a eu un aspect, par exemple, du projet de loi, c'est le fameux seuil de divulgation. Ça avait été un petit peu au centre de toutes les discussions sur l'ingérence, c'est-à-dire à quel point, au moment où les services de renseignement constatent qu'il y a une activité d'ingérence, constatent qu'un acteur hostile vient intervenir, s'ingérer dans les élections canadiennes, quand est-ce qu'on va le dire au public? Quand est-ce qu'on va le dire même aux principaux intéressés? C'était non seulement vraiment pas clair, disons, l'autorité de qui, les pouvoirs de qui, mais en plus, le seuil était tellement élevé qu'en bout de ligne, le public, nous les journalistes, on avait, pour ainsi dire, jamais accès à ça. On l'apprend par la suite, lorsqu'il y a eu des fuites médiatiques ou quand des politiciens eux-mêmes, nous donnent des détails sur ce qui s'est passé dans leur campagne. Résultat, je crois que ça, c'est le bienvenu, cet aspect-là de transparence, ou en tout cas qu'on vient dire que oui, il va falloir
communiquer un peu plus ce qu'on sait, et c'était une demande des services de renseignement. C'est ce qu'on nous dit là, dans les sources, dans le renseignement. C'est quand même la première preuve de transparence que d'aviser le public. Exactement. Geneviève, qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse de l'opposition dans ce dossier-là? Peut-être un peu prématuré, mais en même temps, je comprends que c'est le jeu de l'opposition de s'opposer. Oui, ça va être très long à adopter le projet de loi parce que, justement, il va falloir aller en comité parlementaire, il va y avoir des témoins. Là, l'opposition va pouvoir vraiment nous dire s'ils sont d'accord avec toutes les dispositions de la loi ou non. Je m'attends à ce qu'on ait beaucoup de surprises, c'est-à-dire qu'à première vue, ça semble un projet de loi assez intéressant. Oui, il ne comblera pas tout, mais là, on va commencer à voir des gens qui vont dire, oui, mais ça, voici comment ça va avoir un effet sur nous, des bons ou des mauvais. Et là, l'opposition va pouvoir mettre son grain de sel. Je pense que le gouvernement voulait quand même s'attaquer sérieusement à ce problème-là parce qu'il a été visé par ça. Puis le problème de l'ingérence, ça vise tous les partis. Ça, le commissaire Hogg nous l'a bien démontré. Ça favorise pas un parti plutôt qu'un autre, mais c'est l'ensemble de la classe politique. Donc, je ne vois pas l'intérêt que le projet de loi favoriserait les libéraux aux dépens de d'autres partis, par exemple. Non, je pense pas. Et en dernière partie de ce panel, je veux qu'on parle évidemment de toute l'affaire Francis Drouin, on pourrait l'appeler comme ça maintenant, qui est dans la tourmente. Lundi, il a qualifié, il a utilisé une expression assez dure, disons, assez grossière, selon plusieurs observateurs, pour qualifier 2 témoins qui militent pour la protection du français au Québec. Alors, on va écouter, si vous voulez bien, tout de suite le député qui a tenté de s'expliquer ce matin. Je suis en désaccord avec les propos qui ont été dits par les 2 témoins. Si les 2 témoins se sentent vexés, bien sûr, je m'excuse. C'est pas mon style normalement de me laisser emporter, mais de fois de temps en temps, je me laisse emporter. Alors, il reste peu de temps, mais Catherine, va-t-il démissionner comme le demande le Bloc? Doit-il démissionner? Je ne pense pas qu'il va démissionner. Je pense qu'on a vu aujourd'hui, en période de questions, le premier ministre qui a réitéré sa confiance en Francis Drouin, qui est même allé jusqu'au point d'accuser le Bloc là, de s'en prendre à Francis Drouin parce qu'il est franco-ontarien, parce qu'il n'est pas québécois. Bref, mais ceci dit, je pense que Francis Drouin a eu beaucoup d'occasions de s'excuser. Il aurait dû le faire et non pas à moitié. Mais ceci dit, je pense pas que la pression est assez grande en ce moment pour qu'il démissionne là, de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, revenons là-dessus, Boris, justement. Le premier ministre qui a répondu au Bloc québécois en disant qu'il ne se souciait pas des francophones hors Québec. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'aime pas même, je crois. Il a dit si le français se porte si bien hors du Québec que ça vient couper l'herbe sous le pied aux arguments des indépendantistes québécois, du Bloc québécois en général. Moi, ce que j'ai retenu, et vous ne l'avez pas sélectionné dans l'extrait, mais Francis Drouin a même dit, moi, je suis allé à l'école en anglais, je ne suis pas devenu un anglophone. Et le ministre des langues officielles, Randy Boissonneau, a aussi utilisé un exemple de sa propre vie en disant, moi, j'ai étudié en français en Alberta, et l'Alberta, c'est pas francisé pour autant. Ce sont des parallèles, disons, ou des témoignages de leur propre vie personnelle qui sont quand même pas tant pertinent, ou je pourrais même dire que ça pourrait être dangereux parce qu'on pourrait leur sortir d'autres anecdotes inverses, et puis ça serait, c'est pas non plus prendre en compte les dynamiques de pouvoir entre le français et l'anglais dans notre pays que d'affirmer telle chose. Donc c'est probablement un jeu dangereux là, de se lancer dans de telles comparaisons. Geneviève, votre avis sur la réaction du premier ministre, et est-ce que cette affaire-là pourrait s'envenimer? Oui, si on veut la maintenir en vie, puis le Bloc québécois va peut-être vouloir le faire. Et si c'est pas le Bloc québécois, ça va être le gouvernement du Québec. Ce qui est dommage, c'est que ça révèle les tensions entre les francophones. Donc, au sein de la francophonie canadienne, il y a des tensions. Il y en a entre le Québec et l'Ontario, mais il y en a aussi ailleurs. Ouais. J'aime bien l'aspect des anecdotes auxquelles il faut faire attention. Là, on avait des chercheurs qui avaient fait une étude, et là, M. Drouin attaquait les conclusions de cette étude-là en disant que les données étaient plus complexes. Oui, mais ça prendrait peut-être d'autres études, et donc il faudrait davantage creuser le problème. Mais c'est étonnant dans ma tête parce que M. Drouin dit, oui, grâce à leur institution anglophone, les anglophones peuvent s'épanouir au Québec. Puis en Ontario, on cherche des institutions francophones, puis on a de la misère à les avoir. Et on sait que c'est précaire en ce moment. Geneviève Tellier, Catherine Lévesque, Boris Proulx, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été avec nous. Merci.